Et donc on s'est dit, avec cette quantité de matériaux qui sont donc quasiment à 100% incinérés ou enfouis en France, parce qu'il n'y a pas de filière actuellement, on s'est bien réfléchir à essayer d'en faire quelque chose. Là-dessus, nous on récupère 50 tonnes par an et de bois, une fois le vitrage enlevé, etc. Et donc ça représente, on a fait le calcul l'autre jour, 1/1000 du volume français. Le bois qui constituait ces fenêtres était de très bonne qualité. Dès qu'on donnait un coup de scie dedans, on se rendait compte que le bois est en parfait état, il n'y a quasiment aucun morceau qui sont achetés. Le bois là, il est utilisé quelques dizaines d'années sous forme de fenêtre, puis après il est déposé parfois même pour des raisons thermiques, et après ce bois il est juste... Donc en fait le rôle de stockage, je pense, de carbone, il est intéressant dans le choix de la fenêtre, bois déjà, et après dans savoir faire perdurer son usage. Et un jour, on s'est rendu compte qu'on faisait que la moitié du boulot, parce qu'en gros, le 50% du carbone d'une construction sur sa durée de vie, c'est globalement les matériaux. Et donc on se dit que voilà, il y a une chose à faire avec tous ces bâtiments qui se démolissent, et donc pourquoi pas plutôt déconstruire plutôt que de démolir. De la tuile jetée, de la moquette jetée, enfin de la structure jetée, et on se dit bon bah ces matériaux-là ont encore potentiellement une deuxième, une troisième, une quatrième vie. C'est des emplois à créer qui ont une forte valeur ajoutée. Une tonne d'acier fabriqué, c'est 4 tonnes 7 de CO2 dans l'atmosphère. Et ça fait 25 ans que je brasse des tonnes. C'est beaucoup de travail là pour rattraper ma carrière. Déjà nous, dans notre métier de charpentier, on a une grande chance, c'est que depuis la nuit des temps, tout ce qu'on fabrique, c'est démontable. Quand on fabrique quelque chose, pensez à celui qui va mettre la main dessus après, et de privilégier les pièces les plus massives possibles pour garder un peu de la matière, pas trop désagréger la matière. Nous, c'est vrai que quand on est avec les fenêtres, c'est spécialement compliqué parce que c'est très multimatériaux. Du coup, le réemploi, si on prend l'exemple d'une fenêtre, en fait, on va prendre la même fenêtre, elle va être reposée avec un usage identique. Et plus on va vers le bas, et plus ça coûte en énergie, plus ça coûte en carbone de transformer cette matière. Avec des tournements d'usage, donc ça va être une même fenêtre, et en fait, elle va servir dans un usage différent. Donc là, on a mis un exemple de cette fenêtre transformée à minima. Ensuite, après, c'est un petit terme qu'on a plus ou moins un peu, on partage un petit peu dans le secteur entre nous. Elle n'a pas vraiment de définition juridique, mais c'est ce qu'on appelle le surcyclage. C'est qu'à un moment, on va prendre de la matière qui est, comme ça a été expliqué tout à l'heure, un peu dans la catégorie déchets, et finalement, on la transforme pour qu'elle devienne mieux, qui est à contrario du recyclage. C'est qu'en fait, cette matière, on va la prendre, on va la transformer, mais elle va être de moins bonne qualité après sa transformation. Donc c'est cette notion qu'on a voulu un peu distinguer entre le surcyclage et le recyclage. Ensuite, cette fenêtre, on peut la valoriser énergétiquement. Ça reste du bois qui peut produire de l'énergie. Je ne sais pas quelle proportion est incinérée ou enfouie. J'avais 50-50, mais après... pas 50-50, la part employée est très très faible. Et finalement, cette fenêtre qui était un beau produit, ça a été expliqué de base, du bois massif, qui a mis de nombreuses années à pousser. Dans 50% des cas, elle finit au fond d'un trou. Donc voilà, en fait, nous, autour de la table, on ne fait pas de recyclage, on fait du réemploi au maximum. Quand on voit que la RE 2020 est arrivée, ça ne va pas nous aider à faire du réemploi facilement. Peut-être que même d'ailleurs le recyclage pose beaucoup moins de questions assurantielles, puisque finalement on a quelqu'un qui prend la responsabilité de refaire un matériau neuf. C'est l'un des gros sujets du réemploi. Il faut savoir que quand on réemploie, on est en technique non courante. Donc on est totalement hors DTU, hors normes, puisque toutes les normes qu'on a, les DTU, les Eurocodes, sont là pour des matériaux sortis d'usine, avec des industries qui ont des plans d'assurance qualité, des entrepreneurs qui sont engagés. Et ça veut dire aussi que dès lors qu'on sort de ce schéma-là, qu'on n'est pas dans le DTU, on doit aller se farcir un ATEX et aller demander au maître d'ouvrage de payer de l'avis technique auprès du CSTB. C'est grosso modo ça, et ça veut dire aussi que ça a un coût qui n'est pas forcément négligeable, mais quand on est architecte et qu'on met à faire son CCTP, etc., la difficulté c'est qu'on va avoir les matériaux avant d'avoir l'entreprise qui peut mettre en œuvre. On a établi des limites dans ce qu'on récupère. On ne prend pas d'acier qui ont plus de 20 ans. Tous les matériaux qui sont de base de mauvaise qualité, on ne pourra jamais les réemployer en fait. Donc c'est déjà si on réussit à les réemployer, c'est que de base ils ont des qualités. Voilà. La question c'est vous, est-ce qu'on assure un produit ou est-ce qu'on assure en fait des compétences, des technicités de personnes? Finalement, si on regarde la question assurantielle, c'est dans l'histoire de l'architecture, c'est une question qui est assez récente, qui date globalement des années 70, alors qu'on a des métiers
qui sont des métiers millénaires, des compétences qui se sont transmises de façon millénaire et qui se retrouvent aujourd'hui un petit peu face à un mur. C'est que personne n'a pris ce sujet à bras le corps pour avoir des acteurs de confiance. Et moi, j'ai quand même le sentiment aujourd'hui que beaucoup d'assureurs de la place sont OK pour qu'il y ait du réemploi sur du second œuvre aujourd'hui. Mais de là à dire qu'on va faire du réemploi sur du structurel, je pense qu'on n'y est pas encore. On a même réfléchi un peu plus loin en se disant, si on a un sinistre sur du réemploi, est-ce qu'on va être tenu de mettre des matériaux neufs pour réparer le réemploi? Aujourd'hui, il y a une loi qui est passée et c'est la solution d'effet équivalent. C'est un tiers indépendant qui n'est pas le bureau de contrôle de l'opération, un tiers indépendant qui va justement contrôler tout ça. Et dans cette solution-là, il y a le réemploi. Mais comment est-ce que les assureurs aujourd'hui acceptent cette solution qui n'est dans aucun tableau technique courante, technique non courante? Il manque une étape encore un petit... où l'assureur dit banco. On consomme à peu près 100 000 fois plus vite l'énergie et la matière au ratio de sa régénération. Donc ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Forcément, le prix des matériaux neufs ne pourra qu'augmenter, donc les matériaux de réemploi seront moins chers que le neuf. En revanche, les matériaux de réemploi seront toujours plus chers que ce que vaut le neuf en fait aujourd'hui. Après, dans la question des prix, il y a une question toujours d'effet de filière. Et ça passe toujours par un moment où c'est impulsé par de la réglementation et des aides. Moi, je pense vraiment que ça passe par les notions d'engagement et d'industrialisation qui feront aussi que les prix baisseront. Et que le vrai sujet financier, il est là, il est dans la notion d'investissement. Donc comment faire? Donc en fait, tant que des gens ont envie d'avoir des niveaux de rentabilité aussi énormes, il ne va pas se passer grand-chose. Nous, on pourrait vendre 3 fois plus de faux planchers de réemploi. C'est à peu près la nuance. Sauf qu'ils sont déconstruits 3 fois moins. Je faisais le calcul, il y a 36 millions de logements en France, il y en a 6 millions de vacants. Donc on se pose toute la question, in fine, est-ce que le meilleur des réemplois, c'est pas justement la réhabilitation déjà? Je crois que c'était 30% plus cher de réhabiliter un existant plutôt que le démolir, de le reconstruire tout bêtement. Mais aujourd'hui, je trouve scandaleux de pouvoir déposer un permis de démolir sans avoir le permis de construire avec. On n'a plus forcément ce luxe en fait de gâcher comme ça le matière. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? À notre échelle. Je suis entièrement d'accord avec toi pour dire que il faut en parler, il faut que ça atteigne le niveau politique. Même dans les gens qui sont aux commandes, on a peu encore conscience des impacts sur l'énergie, sur la biodiversité. Donc, Et je pense que c'est à l'échelle. Aujourd'hui, comment on peut faire monter, c'est de faire plein de projets pour montrer que c'est possible. Et comment est-ce qu'on peut construire des bâtiments justement évolutifs qui permettent le réemploi? Ce qui n'est pas évident, c'est de savoir qu'est-ce qui est à disposition. Mais donc le travail d'inventaire et d'annuaire est vachement important. C'est plutôt un cercle à monter autour des projets. Et on essaie de sensibiliser nos collègues au quotidien, les confrères, etc. pour leur dire voilà, on peut le faire, il ne faut pas avoir peur d'être hors DTU, c'est pas interdit déjà. Et donc voilà, c'est en essayant petit à petit de faire plein de projets qui fonctionnent, des petits, des moyens, des gros, qu'on arrivera à développer et à rassurer toute la communauté autour d'eux. On peut le faire, ça ne va pas tomber. Je pense que ça peut ressembler à un mot de la fin. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.